Salut à toi, cher curieux de la mythologie et de la nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une plante emblématique de ces fêtes de fin d'année, j'ai nommé le gui. Le nom scientifique du gui est Viscum album. Viscum signifie collant, englué, et album signifie blanc. C'est une bonne définition de ce à quoi ressemblent les fameuses boules blanches du gui. La particularité de cette plante est qu'elle reste verte toute l'année. Dans notre partie du globe, sa fructification se fait en hiver, aux alentours du solstice. Mais il faut savoir que le gui est une plante très adaptogène, c'est-à-dire que l'on peut retrouver à tous les climats. Mais le gui, vous le savez, n'est pas une plante classique. Le gui est mi-plante, mi-parasite. Il vit au crochet des autres arbres qu'il colonise. En France, on le retrouve principalement sur le pommier, le peuplier, ou encore des arbustes comme l'aubépine ou le prunelier. La substance qui permet au gui de s'accrocher aux arbres est la vicine. Cette substance se retrouve dans les baies blanches du gui. Une fois que la baie va se fixer sur l'arbre, les graines qui se trouvent à l'intérieur vont germer et la jeune pousse va venir percer l'écorce de l'arbre. D'ailleurs, de nombreux petits oiseaux raffolent des baies blanches du gui, notamment les mésanges ou encore les fauvettes à tête noire. Et c'est en partie grâce à elles que le gui parvient à se propager autant. Et une fois installé, le gui va se nourrir de l'eau et des sels minéraux de l'arbre afin d'activer sa croissance. Dans les croyances populaires, on pense souvent que le gui est mauvais car il finit par tuer l'arbre qui lui sert d'hôte. Mais rien n'est sûr et rien ne le prouve, car il est possible que le gui s'implante uniquement sur des hôtes présentant déjà une dégénérescence, c'est-à-dire soit trop vieux, soit malades. Ainsi, il participerait à l'équilibre de la forêt, car en finissant le travail, il permettrait à une nouvelle génération d'arbres de s'implanter, mais également à cet arbre mort d'enrichir le sol. Côté vertu-toxicité, il est primordial de rappeler en premier lieu que le gui est une plante toxique. Car bien que des recherches soient toujours en cours pour essayer de mieux comprendre sa composition, sa toxicité est avérée. Le principe actif qui provoque cette toxicité est la viscotoxine. Chez un adulte, 5 baies suffisent à provoquer des troubles digestifs, et 10 baies provoqueraient des troubles cardiaques. Les symptômes d'une telle intoxication sont donc l'irritation de la muqueuse du tube digestif, avec vomissements et diarrhée sanglante, un œdème pharyngé, une grande soif, des troubles respiratoires et une chute de la tension artérielle. On ne plaisante donc pas avec cette plante et on fait bien attention. À côté de ça, des recherches médicales sont en cours pour isoler certaines molécules qui auraient des bienfaits sur notre santé. Certaines molécules du gui pourraient avoir des vertus, notamment sur notre cœur, ou encore contre le cancer, bien que ce dernier sujet soit encore controversé. En effet, l'idée que le gui puisse soigner le cancer vient à la base de la loi des signatures. Quoi qu'il en soit, faites bien attention. Et s'il existe sur le marché, dans d'autres pays, des produits à base de gui, pensez toujours à bien vous renseigner, à demander un avis médical et surtout à privilégier des plantes sur lesquelles il n'y a pas de problème. Autrement, pour terminer avec les usages, tout comme on en avait parlé avec les baies du hou dans une précédente vidéo, les baies du gui servaient à faire une colle pour piéger les oiseaux. Mais parlons désormais plutôt des mythes et légendes qu'a inspiré cette fabuleuse plante. Et commençons tout de suite avec un mythe nordique. Balder était le fils d'Odin et de Frigg et le dieu de l'amour et de la lumière. Mais voilà, Balder faisait souvent des cauchemars de mort, alors il décida d'en parler à ses parents. Mais personne ne trouvait d'explication. Alors Odin partit à la recherche de la géante Angerboda, je sais pas du tout comment ça se prononce, afin de lui demander de l'aide. La géante lui expliqua alors que Balder était condamné et que même lui, le tout-puissant Odin, ne pourrait rien y faire. Mais lorsqu'il apprit cette nouvelle à Frigg, cette dernière refusa de capituler et décida d'établir une liste de toutes les choses nocives et dangereuses qu'il existait. Elle passa alors dans les 9 mondes pour faire jurer à chaque être et chose de ne jamais blesser Balder. L'eau, le feu, les pierres, les métaux, les maladies, les oiseaux, les plantes, tous jurèrent. Pensant que Balder ne craignait plus rien, les dieux s'amusaient de cette histoire et en avaient fait même un jeu. À tour de rôle, ils jetaient sur Balder n'importe quel objet, afin de le voir tournoyer et s'écraser à côté de lui. Mais Loki n'appréciait pas du tout cette situation. Alors il se déguisa en vieille femme, afin d'approcher Frigg et de discuter avec elle.
Au fil du temps et des discussions, Loki parvint à comprendre que Frigg avait probablement oublié une plante se trouvant à l'ouest du Valhalla. Et vous l'aurez compris, cette plante c'était le gui. Alors, Loki se précipita pour trouver cette plante, et lorsque ce fut fait, il fabriqua une flèche avec son bois. Loki proposa alors à Oder, le frère de Balder, qui ignorait de quoi il s'agissait, de lui lancer cette flèche pour participer au jeu, ce qu'il accepta volontiers. Et c'est ainsi que la flèche lancée par Oder transperça le cœur de Balder, qui s'écroula, mort. Cette mort fut un véritable malheur pour tous les dieux, et Oder, qui était considéré comme l'assassin de son propre frère, fut tué à son tour. On prépara pour Balder des funérailles dignes d'un héros. Selon la tradition, on l'installa donc dans un bateau avec tous ses trésors. Et alors que les dieux tentaient par tous les moyens de faire partir le bateau, ils n'y parvinrent pas, car Balder était mort sans justice. On raconte alors que Freya, la déesse de l'amour, promit d'embrasser quiconque passerait sous le gui si on redonnait vie à Balder. Balder désormais ressuscité, il demanda alors au gui de monter dans les arbres afin de ne plus jamais en descendre. Et c'est ainsi, grâce à Freya, que depuis, on continue de s'embrasser sous le gui en signe de pardon et d'amour. On raconte même que lors de batailles, si des ennemis se retrouvaient sous le gui, ils étaient obligés de faire une trêve jusqu'au lendemain. Autre civilisation, et pas des moindres puisque c'est elle qui est le plus souvent associée au gui, nous allons désormais parler des Celtes. En effet, on a tous en tête cette fameuse image du druide allant chercher à la serpe d'or le gui sur le plus haut chêne de la forêt. La tradition de la cueillette du gui sur du chêne nous a été notamment rapportée par Pline l'Ancien. Le gui était ramassé le 6e jour du mois lunaire avec une serpe d'or. Et traditionnellement, il fallait que ce soit sur un chêne. Pourquoi le chêne ? Tout simplement parce qu'il est très rare que le gui pousse dessus, ce qui donnait une valeur symbolique d'autant plus importante. Et bien qu'on lui ait attribué une grosse importance, il semblerait que ce rituel n'était pas si important que ça à l'époque. En revanche, le gui, lui, était très important, c'était une plante sacrée. On lui attribuait de nombreuses vertus, et on la surnommait même la plante qui soigne tout. Et on dit que le gui était également utilisé en symbole d'immortalité lors de cérémonies. Chez les Grecs aussi, c'est d'ailleurs un symbole d'immortalité et de puissance. C'est l'un des attributs d'Hermès, dieu messager et des voyageurs. Et une légende le met également à l'honneur. Il s'agit de la légende d'Énée, qui, lorsqu'il est descendu aux enfers, aurait réussi à ouvrir ses portes grâce à un rameau de gui. Rameau qu'il aurait ramassé sur l'arbre au feuillage d'or. Et puis, encore aujourd'hui, le gui continue de décorer nos intérieurs, notamment en symbole de protection. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à me le faire savoir. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.